Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec la présentation de notre premier projet. Nous ne sommes pas aujourd'hui à l'atelier, nous sommes dans notre petit studio atelier aménagé où on va faire ici la mécanique. C'est un petit peu plus tranquille, un petit peu plus familial. On n'est pas à l'atelier, on n'est pas dérangé toutes les 5 minutes par des clients qui veulent quelque chose. Donc ça c'est bien aussi, on va pouvoir être ensemble et uniquement ensemble. Et nous allons voir tout de suite de quoi il s'agit. Allez, on y va. Donc, nous voilà donc dans le studio atelier qui a été aménagé exprès en toute discrétion pour pouvoir être tranquille. Donc je vous fais voir un petit peu, voilà, c'est assez sympa. On est bien installé avec la documentation, notre petit bureau. Et là on arrive donc au projet, au premier projet, la préparation d'un moteur d'Auto Bianchi. Là vous le voyez, tout est étalé sur la table. Voilà, tout est là, le moteur en pièces détachées. Il faut savoir que tout a été acheté au détail, c'est-à-dire que ce n'était pas un moteur qu'on a démonté au départ. Et voilà, tout est au détail. On va assembler tout ça. Ici le bloc qui a été réalisé sur facet, qui a été peint. Bon, c'est plus esthétique que ce sera efficace, mais bon. Voilà, donc là on va attaquer sérieusement les vidéos de remontage tout en vous expliquant au fur et à mesure les améliorations et les gains éventuels que l'on peut avoir. Voilà. Donc pour faire un petit comparatif avec le projet que je viens de vous présenter, ça c'est le moteur de mon Auto Bianchi. Donc il est d'origine, comme on peut le voir, avec son carburateur, pas le filtre, j'en conviens, c'est pas son filtre d'origine. En tout cas, pour ce qui est de l'aspect extérieur, au niveau de la culasse et de la carburation, de l'alimentation, on est sur du classique. Au niveau échappement, il y a son collecteur d'origine, un 4 en 2 en 1. Donc voilà, c'était pour faire un petit visuel de la différence qu'on aura une fois qu'on aura refait et repréparé l'autre moteur. Voilà, petite vue d'ensemble. La carburation. Ah, là, on rigole plus. On est sur du Weber. Alors ça, il n'y a rien de plus jouissif que ça pour moi. Ça vaut toutes les injections du monde, ça vaut tout ce qui peut exister aujourd'hui. Bon, après, les amateurs d'injection, je ne veux pas me fâcher avec eux, mais ça, c'est quelque chose de magique, même si aujourd'hui, pour trouver des vrais carburateurs Weber, ça devient compliqué puisqu'ils sont plus fabriqués en Italie, ils sont fabriqués en Espagne bien souvent. Mais on en trouve encore, c'est joli, c'est magnifique. On part pour cette Auto Bianchi sur deux carbus de 40 parce que les carbus de 35 sont très compliqués à trouver. 40 c'est un petit peu beaucoup parce qu'en fait elle va faire 1137 de cylindrée si je ne me trompe pas. Je vous le dirai dans la vidéo où on s'occupera du bloc moteur. Je serai plus précis. Elle fait 1050 d'origine et c'est vrai que pour un 1050 des carbus de 40 c'est beaucoup. On risque d'avoir des bougies qui vont être noires en permanence, avoir de l'essence en excès qui va descendre dans les cylindres et qui ne sera peut-être pas brûlée et qui va peut-être plus nous ennuyer que nous rendre service. On va perdre un petit peu de rentabilité sur ce moteur. Par contre, ce qu'on peut faire sur ces carbus de 40, et ça on le fera à la mise au point quand on mettra le moteur au banc et qu'il commencera à tourner, c'est changer ses réglages intérieurs. Sur les Weber, on peut tout changer. Les tubes d'émulsion, les gicleurs de reprise, les gicleurs de ralenti, les gicleurs de marche normale, on peut vraiment s'adapter par rapport à nos besoins. Donc il est clair qu'on ne restera pas sur les réglages d'origine qui sont dedans, parce que ça sera trop. Déjà sur ma Fulvia en 1300, c'était déjà trop. Donc sur un 1050, je pense que ça sera vraiment abusif ce qui sera dedans. Ce qui est dedans, je veux dire. Donc là, ce qu'il faudra, ça sera adapté par rapport à nos besoins aussi qu'on aura besoin sur la route. Si on veut faire de la côte, si on veut faire, voilà, par rapport à si on veut de la reprise, si on veut de la puissance, si on, voilà. Tout est réglable là-dessus. C'est ça qui est magique, quoi, hein. Et puis c'est beau, quoi. C'est pas beau ça? C'est magique. Ça brille et tout. C'est trop beau ça. Moi, je les adore, ces carbus. C'est pour moi le must, quoi. C'est à régler, à nettoyer, à tout. Si j'en poserais presque un dans la chambre juste pour faire beau. Bon, je le ferai pas, mais sinon je vais me faire engueuler. Mais voilà, on est parti sur deux doubles corps Weber parce que sous capot, quand on ouvre,
c'est magique. Voilà pour la carburation. Bien entendu, il va falloir une pompe électrique pour alimenter ça, parce que sinon la pompe mécanique c'est un peu juste. Ouais. Une petite pompe électrique, pas haute pression, hein, pas besoin d'avoir 2,5 kg pour les alimenter. Hein. Il suffit juste de remplir les cubes, et puis voilà. Voilà pour la carburation. Pour l'allumage, rien de terrible, allumage d'origine. C'est déjà un allumage électronique à effet Hall, donc avec un module et bobine classique avec le capteur à étoile dedans. Bon voilà, il n'y a pas de tout ça, on aura de l'allumage, il n'y a pas grand chose à améliorer. S'il serait éventuellement de mettre une bobine, peut-être un peu plus compétition, mais enfin franchement, l'allumage là-dessus, il est fiable, il marche super bien. Bon, un petit module qui claque de temps en temps, mais ça c'est comme sur tous les véhicules qui sont équipés d'un module. Ça on laisse d'origine comme ça, c'est très bien, ça marche. Quand ça marche, on ne change pas. Pour ce qui est du refroidissement, rien d'excitant, une pompe à eau d'origine, hein, on a juste changé la poulie parce que c'est un peu plus sympa, une courroie micro-V. Ouais, pour l'efficacité, une courroie ça reste une courroie, ça entraîne la pompe à eau, du moment qu'elle n'est pas cassée. La micro-V est un peu plus costaud, ouais, on va dire que ça fait un peu tuning, ça fait sympa dans le moteur. Puis une fois montée, la poulie dorée, toute dorée, hein, avec cette courroie plate, là, ça fait un peu plus moderne. Bon, allez, c'est pas là qu'on va gagner quelque chose, mais c'est un peu plus sympa. Donc il a fallu faire pareil sur l'alternateur, bien entendu, et la poulie de vilebrequin, oui, parce que sinon, il faut que tout soit adéquat. Voilà, donc ben voilà, la pompe à eau, tout va bien. Il n'y a rien d'exceptionnel. Radiateur alu, pas autorisé si vous voulez faire un PTH au véhicule. Mais bon, ça après, c'est un peu dommage, mais bon. Qui est d'ailleurs le radiateur en alu, exactement le même, on le verra sur la vidéo du moteur que j'ai sur mon Auto Bianchi, qui est exactement le même que celui d'origine, même hauteur, même largeur. Alors, je vois pas ce qu'on y gagne, mais bon, peut-être un petit peu plus fiable au niveau des sertissages, parce que là c'est tout alu, c'est soudé, alors que sur celui d'origine, on est sur de l'alu serti dans des boîtes plastiques. C'est vrai que ça a tendance quand même à fuir. Voilà, c'est tout, ça c'était le refroidissement. Ah oui, pas de thermostat en fait, ça sert à rien. On a le temps, on fait chauffer, on met un peu plus de temps pour le faire chauffer, mais pas de thermostat. Et en plus, on peut plus, puisque la boîte thermostat qui était sur le boîtier thermostat qui était sur la sortie de culasse a été supprimé. On pourrait éventuellement mettre un thermostat dans la durite supérieure, type 4L, mais bon, j'en ai pas sur l'Auto Bianchi, et ça chauffe tellement vite qu'on ne s'aperçoit même pas qu'il n'y ait pas de thermostat en fait. Voilà, pour le refroidissement, on est bon. Parlons graissage. Graissage et refroidissement, parce on refroidit avec le circuit d'eau, le circuit de refroidissement, mais on refroidit aussi avec l'huile. Donc la quantité d'huile est importante. Donc là, je suis parti sur un carter alu, hop là, il est plus joli dans ce sens-là, Abarth. Un carter alu avec une contenance supérieure, et surtout, les cloisons d'anti-déjaugement. Donc là, on va pouvoir prendre des virages à fond le caisson, et normalement, le voyant d'huile, il ne s'allume pas. Ce qui peut être intéressant. Pompe à huile, rien de particulier, celle d'origine. Juste un petit truc, un ressort un petit peu plus dur, de façon à ce qu'on ait une régulation de pression un peu plus haute. Sur les italiennes, souvent on a très peu de pression d'huile, voire une chute de pression à la levée de pied. Du coup, des fois on tourne avec 2,5 kg, 3 kg. Bon, suivant ce qu'on fait, si on en voit un peu, c'est bien d'avoir de la pression d'huile et d'avoir de l'huile qui monte jusqu'en haut du moteur, ça peut servir. Donc voilà, juste ça, un ressortant un peu plus fort qu'on remplacera dans la pompe à huile pour avoir un tarage de régulation un peu plus haut. Carter, rien de particulier, à part le système de déjaugeage qui est quand même important, et le refroidissement qui lui est assuré par un radiateur mais déjà d'origine, avec un piquage derrière le filtre à huile classique. On mettra peut-être un radiateur avec une rangée supplémentaire pour améliorer le refroidissement de l'huile, et donc le refroidissement forcément du moteur. Voilà, pour le circuit d'huile, rien de particulier, à part ce beau carter en alu avec marqué Abarth dessus. Ça fait toujours plaisir. Voilà, rien de plus. Parlons échappement.
si on en fait rentrer, il va falloir le faire sortir. Donc j'ai choisi un 4 en 2 de façon à ce que chaque cylindre ait une sortie vraiment séparée. On va monter des carburateurs Weber où il va y avoir entre guillemets un carbu par cylindre, parce que c'est 2 doubles corps, donc ça fait un corps de carbu par cylindre. Donc ça fait une belle entrée bien séparée, un cylindre bien séparé de l'autre. Donc ce que je voulais là, par rapport à ce que Carlo Abarth a fait monter sur l'Auto Bianchi, il avait fait monter un 4 en 2 en 1. J'ai préféré un 4 en 1 comme ça, où on a une belle séparation des 4 cylindres assez loin du moteur après, de façon à éviter les perturbations de sortie, d'autant plus qu'on a augmenté les sorties au niveau de la culasse, qui correspondent au collecteur, sinon ça ne sert à rien. Si c'est pour faire des sorties de 38 et avoir un collecteur de 32, ben, autant rien faire dans la culasse et on est en 32 tout le long. Voilà, donc là on a une belle sortie de 38 qui vient jusqu'ici pour éviter au niveau perturbation de sortie. Voilà, rien de particulier sur l'échappement, ça va faire du bruit, ça c'est chouette. Mais après, rien de particulier. Voilà pour l'échappement. Parlons vilebrequin. Donc le vilebrequin, c'est un vilebrequin d'origine. Rien n'a été, voilà, on n'a pas fait faire une pièce particulière pour le vilebrequin. Il faut savoir que ce sont des courses assez courtes, donc ça reste un moteur très compact. Donc au niveau vilebrequin, celui d'origine est très compétitif, en sachant déjà qu'au départ, c'est déjà une préparation qui a été faite par Abarth, donc on a déjà des pièces qui sont un peu plus costauds. Par contre, on l'a fait équilibrer, ce qui impliquera de monter l'ensemble complet mobile, c'est-à-dire le vilebrequin, la poulie et la dame crantée de distribution avec le mécanisme d'embrayage et le volant moteur d'une façon bien particulière. Elles sont repérées puisqu'elles ont été équilibrées ensemble. L'avantage de l'équilibrage du vilebrequin, en fait, c'est d'avoir un ralenti plus régulier et une montée dans les tours avec une perte par balourd qui sera nettement inférieure à ce qu'elle est quand ce n'est pas équilibré, justement. En théorie, ils sont tous équilibrés à l'origine, mais pas d'une façon parfaite comme là. Je vais vous faire voir les détails. Donc, par contre, le volant moteur, lui, est un volant qui a été allégé. Donc, ils ont enlevé un maximum de matière partout où ils pouvaient, avant de faire équilibrer, donc, comme je vous disais, avec le vilebrequin. Vous voyez les petits trous qui sont percés ici, c'est parce qu'il fallait enlever de la matière par rapport au balourd, un peu comme un équilibrage de roue en fait. Voilà. Bon, on rajoute du plomb, là on ne va pas rajouter du poids, on va en enlever, on va faire l'inverse. Donc pareil pour le vilebrequin, on a ici un petit perçage qu'on voit ici, pareil, il fallait enlever de la matière, donc ils en ont enlevé. Même topo pour le mécanisme d'embrayage, avec toute une série de perçages là tout le long. Et par contre, il va falloir au remontage que je fasse attention, il y a des repères ici qu'il faudra que j'aligne avec mon vilebrequin, avec mon volant, pour que tout soit comme sur la machine d'équilibrage, dans le bon sens. Voilà. Voilà, rien de particulier pour le vilebrequin. Celui d'origine est parfait, très résistant. Il a été quand même contrôlé, bien entendu. Il n'est pas fissuré, il n'est pas abîmé au niveau des paliers. Donc on va pouvoir le remonter. Un bon vieux vilebrequin d'Auto Bianchi. Voilà. Pour l'instant, ça c'est bon. Alors aujourd'hui, parlons culasse. Donc là, sous les yeux, nous avons deux culasses, une d'origine d'Auto Bianchi et une qui a été préparée. Donc nous allons voir un petit peu la différence que l'on a entre l'une et l'autre. Donc je vais vous le filmer de plus près. Donc là, nous avons la culasse d'origine avec le côté échappement, que nous voyons ici. Hop, le côté admission qui est ici, qui reçoit un tout petit collecteur avec un carbu double corps Weber 32-38 si je ne me trompe pas. Et ensuite, nous avons, hop, sur l'autre côté, donc, les chambres de combustion avec les soupapes. Donc jusque là, rien de bien impressionnant, c'est une culasse comme les autres. Donc ça c'est la deuxième culasse avec très peu de matière, vous voyez, entre les soupapes côté chambre de combustion parce que les conduits ont été agrandis, les portées ont été agrandies, donc les soupapes, elle va recevoir des soupapes beaucoup plus grosses. Hop, je reviens sur celle d'origine pour que vous voyez bien la différence quand même, c'est assez conséquent.
Donc là, bon, on n'a pas pu aller plus loin, hein, parce que forcément, après, là déjà c'est limite, mais il n'y a plus de matière. Hop, ça c'est pour le côté chambre de combustion. Donc, au niveau admission, on revient donc ici sur ce qu'on avait tout à l'heure avec le petit collecteur, avec un collecteur qui est interne à la culasse en fait, hein. Donc là, 4 trous ont été faits direct dans la culasse, qui rejoignent les soupapes d'admission, qui sera destiné donc à recevoir, hop, le collecteur qui recevra lui les 4 Weber, les 2 Weber double corps, pardon, les 4 corps, hein, ça fera 4 corps de carbu en tout. Et du coup, il y a eu modification sur le circuit d'eau, parce qu'à cet endroit, sur la culasse d'origine, on a le positionnement du thermostat, que l'on n'a plus du tout sur l'autre, ça a été bouché. Et on a donc profité de la sortie d'eau qui est sur le côté. Ici, elle est bouchée en fait, d'origine, elle est bouchée par un bouchon en fait. Et donc là, on a profité pour faire une sortie pour la durée supérieure de radiateur. Oui, parce qu'il faut quand même refroidir à un moment, ça marche pas sinon. Voilà, après rien de particulier. Les conduits ont été donc ceux-là créés de pièces et les conduits d'échappement donc ont été agrandis. Hein. Voilà. Donc ça reste quand même une très belle pièce. C'est une pièce qui a été préparée en Sicile par un préparateur qui préparait les Autobianchi Abarth pour la Coupe Abarth en Italie dans les années 80. Hein. C'est un monsieur qui est à la retraite et qui fait encore ça, et qui fait ça très bien d'ailleurs. Voilà, ça c'est donc pour la culasse. Parlons maintenant du bloc moteur, la partie de résistance. Donc un bloc d'origine que nous avons fait surfacer et nous avons fait réaliser à 68,5. À savoir que d'origine on est sur, je triche, 67,2. On n'a pas énormément, mais on va arriver à passer donc de 1050 cm3 à 1090 et des brouettes, allez 1091. Difficile de faire mieux. Parce qu'on part déjà d'un bloc qui a été préparé chez Abarth, qui a été réalisé et où déjà entre les cylindres on commence à être un peu juste. Je vais vous filmer de près après ce qui reste comme matière, il ne reste pas grand chose. On peut aller jusqu'à 69,2 ou 69,3 je crois. Mais alors là après, je vous dirais que pour poser un joint de culasse entre les deux cylindres, ça devient faisable, mais fragile. Donc j'ai gardé un petit peu de réserve, compte tenu de ce qu'on va avoir en haut et de la gueule des pistons aussi que je vais vous faire voir, qui sont bombés avec des logements de soupape pour pouvoir augmenter encore le taux de compression et vraiment comprimer ça au max qu'on puisse. C'est bien qu'on garde quand même une réserve de sûreté au niveau comment dire, et efficacité, oui ça c'est sûr, mais au niveau résistance entre les cylindres, parce que j'ai peur que le joint de culasse y pète, chose qui m'est arrivée sur ma Fulvia où je suis allé un peu trop loin dans la préparation, et au tout début je faisais joint de culasse sur joint de culasse alors qu'elle ne chauffait pas, mais il n'y avait pas assez de matière et mon joint ne tenait pas. Les Italiens m'ont trouvé un truc après, ils m'ont fait un joint de culasse sur mesure, tout métal, ça n'a plus jamais bougé. Donc je vais vous filmer ça de près pour vous faire voir. Donc comme je vous disais, je vous fais voir donc le réalisage hein, ici qui a été fait à 68,5, donc très très peu de matière hein, entre les deux cylindres, hein, vous voyez, c'est vraiment, il n'y a pas grand chose, il ne reste pas grand chose. Alors le beau surfaçage qui a été fait, il y a quelques points de piquage de rouille qui reviennent, mais bon ça c'est rien, c'est pas très très grave, ça m'inquiète guère. Donc je vais vous poser un joint de culasse dessus pour vous faire voir un joint de culasse fait sur mesure, bien entendu par rapport au réalisage, avec des anneaux mobiles. Donc je fais attention parce que là, du coup, il se casse la gueule. Avec des anneaux mobiles. Hein, et vous voyez que là, effectivement, on a très peu de matière. Et donc vous voyez, même le joint, entre les bagues, il n'y a même pas de carton. Hein, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'un réalisage à plus de 69, ça aurait été chaud. Voilà, donc c'est très délicat. Hop, je le pose doucement parce que les anneaux, sinon, ils tombent au sol. Voilà, donc ça c'était pour le bloc. Hein. Alors comme on avait dit tout à l'heure dans la vidéo, on l'a peint en bleu. Hein. C'est joli, hein, c'est esthétique. Hein. Bon, ça fait rien gagner, mais c'est joli. Voilà pour le bloc. Donc le bloc va recevoir, je sors de l'écran, va recevoir un superbe piston
appareillé, heureusement, hein, 68,5, hein, hop, c'est marqué là. Un piston compétition, donc qui n'a pas toute sa jupe hein, pour réduire les frottements. Hein, donc vous voyez là, il est carrément évidé de sa jupe de chaque côté où il y a l'axe. Donc il va frotter que sur cette partie-là. Voilà, des superbes pistons qui ont été faits à Turin sur mesure pour moi. Et ensuite des bielles, hop, les voici. Des bielles allégées, ça pèse rien, hein, elles sont vraiment géniales. Forgées, hop, vous voyez là, elles sont évidées au niveau entre le pied et la tête. Donc, hein, voilà. Bon, ça aussi, ça se trouve dans le commerce, tout près déjà. Ils sont fous ces Italiens, ils font des choses de fous. Voilà, pour l'Auto Bianchi. La distribution, chose importante qui est quand même le cœur du moteur, hein, c'est là où on va pouvoir admettre le mélange carburé et le refaire sortir, c'est toujours la même chose, ce qui rentre doit sortir. Donc la distribution là-dessus, on peut la trouver soit à chaîne, comme vous voyez ici, hein, c'est ce qui est monté d'origine, avec une pignonnerie ici réglable, très peu, je vous expliquerai juste après pourquoi. Voilà, c'est une distribution à chaîne. Soit on trouve un accessoire maintenant, enfin un accessoire maintenant, ça existait il y a longtemps, mais on en trouve encore un petit peu sur le commerce, pas toujours neuf, une distribution adaptable à courroie. Ouais, c'est assez rigolo parce que du coup ça fait une toute petite courroie, hein, puisque l'autre, la chaîne est toute petite. Voilà, un truc siglé à Bart, c'est assez sympa. D'autant plus qu'en plus le carter reste à moitié ouvert, donc moteur tournant, on voit fonctionner la distribution, c'est assez rigolo. Légèrement tuning, aucun intérêt. Mis à part l'aspect un peu sympa et sportif, ça n'a pas d'intérêt particulier. La chaîne étant pour moi quand même plus fiable parce que plus costaud, et puis en plus une petite chaîne comme ça, une fois que quand c'est graissé, il n'y a même pas de patin de tendeur, il n'y a rien qui s'use. Voilà, bon ça c'est un peu plus sympa. On verra au dernier moment ce qu'on veut faire. Ça je l'ai acheté mais je suis pas adepte, on verra, on verra. Ça, au dernier moment où je pète un plomb et je mets ça, où je suis raisonnable et je mets ça, on verra. Pour ce qui est de l'arbre à cam, c'est là que tout se joue. Aujourd'hui, on a sur les moteurs plus récents des doubles arbres à cam. Et sur les très très récents, sur les mécaniques modernes, on va dire, on a même un déphasage, ce qu'on appelle un déphasage, c'est-à-dire que on peut régler les positions des arbres à cam, pas nous, mais l'électronique règle les positions des arbres à cam suivant les besoins qu'on a en couple ou en puissance, ou suivant au moment opportun, quand le moteur fonctionne, on peut faire varier ça. Chose magique parce que sur un seul arbre à cam comme celui-là, où il y a à la fois les cams d'admission et les cams d'échappement, c'est dès la fabrication que les pures de distribution se décident. On ne peut pas modifier après. Donc, on a choisi pour le projet qu'on a là, un arbre à cam qui puisse nous permettre d'avoir un remplissage optimum et une évacuation optimum par rapport au flux d'air qu'on a prévu de faire passer. Comme on a quand même monté des soupapes plus grosses, avec des conduits admission et échappement plus gros, il serait dommage d'avoir une épure de distribution serrée et du coup limiter, c'est-à-dire vouloir améliorer côté culasse et limiter du côté distribution, ça serait vraiment dommage. Donc là, on a choisi un profil qui va nous faire avoir beaucoup de puissance. En ayant un couple, on va perdre un petit peu sur le couple en bas régime, mais bon, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, d'autant plus qu'on aura une boîte courte, donc on va très peu descendre entre deux vitesses, donc le couple, on ne sera jamais en dessous de notre couple mini, donc ça posera pas de problème, on n'aura pas de trou entre les vitesses, et nous, ce qui nous intéresse, c'est le haut régime tout en étant raisonnable, pour pas faire comme j'ai fait au Rallye de Haute-Provence, où j'ai fait une spéciale et demie, en tournant comme un con à 8500 tours minute, et j'ai explosé mon moteur. J'en ai fait du tartare. Je vous ferai une petite vidéo sur les dégâts que j'ai fait, c'est pas très intelligent, mais c'est con, mais c'est comme ça. Donc du coup, en plus de ce moteur-là, il va falloir que j'en fasse un deuxième, pour moi. Voilà donc un arbre à cam déjà pré-taillé, on va dire, et ben on va le monter. Hein, donc c'est pour bientôt. Voilà, on en a fini avec la présentation de ce projet numéro 1. Les prochaines vidéos seront bien entendu la mécanique en elle-même, donc on commencera à remonter ce moteur. C'est pour bientôt, ça sera une fois que ma main sera rétablie, parce que pour l'instant ça tire un peu, je ne peux pas faire grand chose, mais je vous dis à très bientôt.